Bien, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Désolé encore pour mon absence il y a 15 jours, mais enfin, je vais mieux. Et je suis prêt à participer avec vous à de nouvelles aventures scientifiques et pédagogiques. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir deux orateurs de grande qualité. Vous savez que j'alterne les générations. La dernière fois, c'était plutôt des chercheurs confirmés, classiques, ayant des décennies d'études derrière eux. Aujourd'hui, c'est une génération à mi-carrière, je dirais. Mais c'est très important qu'on ait également... parce que la mi-carrière, voilà, ça vous apporte du neuf. Alors, donc, nous allons parler, pas seulement, mais beaucoup des Philippines. Je rappelle que les Philippines, c'est un pays très particulier qui a été... le premier Européen débarqué aux Philippines, c'est Magellan, qui a été assassiné. 1521, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, les Espagnols se sont emparés peu à peu de cet archipel extraordinairement complexe. Et ils ont notamment implanté le catholicisme à très haute dose. C'est peut-être un des pays les plus catholiques au monde. Peut-être que ceci aura une incidence sur ce qui se passe aux Philippines. Je ne sais pas, vous l'évoquerez, ou en tout cas c'est une question qu'on pourra poser. Et en 1898, c'est le drame pour l'Espagne, puisque l'Espagne va perdre dans sa guerre contre les États-Unis à la fois Porto Rico, Guam, les Philippines, enfin bref, ces conquêtes du Pacifique ou de l'Atlantique. Et donc, c'est un traumatisme pour l'Espagne. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à la littérature espagnole. La génération 98, c'est la génération des grands écrivains espagnols traumatisés par la perte de l'empire colonial de l'Espagne et découvrant que l'Espagne, finalement, n'était plus la grande puissance qu'elle était autrefois, mais un pays en déclin avec d'énormes problèmes sociaux. Et donc, ça a déclenché tout un mouvement littéraire auquel appartiennent de très, très grands écrivains comme, je ne sais pas, Valle-Inclán, Unamuno, Pío Baroja, etc. Et donc, aujourd'hui, les Philippines se caractérisent notamment par le fait d'une importante émigration, une émigration très centrée sur les métiers du care. Les infirmières philippines, notamment, sont très connues, notamment parce que les États-Unis, à partir de l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale, ont implanté des écoles de formation d'infirmières en anglais, qui ont permis à des infirmières philippines de migrer dans une bonne partie du monde anglo-saxon et d'être très recommandées et prisées, au point même d'être un peu essentialisées comme étant par nature de bonnes infirmières. Ça, Julien nous en parlera. Donc, un pays très intéressant, puisqu'en même temps, il montre, et c'était l'objectif aussi de la journée, il montre à quel point les anciennes relations coloniales pèsent fortement, cadrent les migrations de travail actuelles à travers la planète. Donc, c'est un cas que j'ai trouvé exemplaire, et j'ai repéré dans un colloque à Aix-en-Provence nos deux orateurs, et je me suis dit qu'on allait beaucoup apprendre avec eux. Donc, j'ai donné d'abord la parole à Julien de Bonneville. Julien de Bonneville, vous êtes sociologue. Vous avez fait votre thèse en 2016 à l'Université de Genève, justement sur les travailleuses domestiques, et sur la base d'une ethnographie sur place qui a duré 10 mois. Et vous avez publié 2 ouvrages à partir de ça, l'un aux éditions de l'ENS de Lyon et l'autre à Seismo à Zurich. Vous avez également été chercheur invité à l'Université des Philippines de Manille, qui est une énorme université. Et puis à Berkeley en Californie, vous avez été assistant doctorant à l'Institut des études genre, parce qu'en Suisse on dit les études genre et pas les études de genre. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'observe ça. Un contrat postdoctoral à l'Institut Max Planck
de Göttingen, qui est l'Institut de la diversité ethnique et religieuse. Et puis maintenant, vous voilà à Genève, maître assistant à l'Institut des études de genre. Mais vous avez aussi rejoint une école prestigieuse à Lausanne, qui est la Haute École de Travail et de la Santé publique de Lausanne, très réputée. Je connais un peu tous ces gens-là, puisque j'ai évalué pendant longtemps le programme de travail sur la situation des personnes âgées. Enfin, j'ai oublié le nom de ce programme, pendant 10 ans j'ai fait ça. Et l'HETS, quelque chose comme ça, faisait partie des partenaires. Donc voilà, un parcours extrêmement intéressant. Je passe également à Chiara Giordano. Donc vous êtes italienne et comme beaucoup de chercheurs italiens, vous avez dû vous expatrier pour continuer vos recherches, acculés à l'expatriation. C'est le sort de beaucoup de chercheurs italiens. On a une filière italienne en France, on a une filière italienne en Belgique, en Suisse, et ce sont toujours de très bons chercheurs, c'est ce que j'observe en démographie également. Donc vous êtes titulaire d'un master en études de genre, vous avez un doctorat en sciences politiques et sociales obtenu en co-tutelle à l'université de Milan et à l'université de Bruxelles, et vous vous intéressez à la relation entre genre et migration, aux inégalités liées au genre, à la classe, à la race, la question du travail domestique, la question des métiers du care, et votre thèse de doctorat portait sur le travail domestique en Europe, et notamment sur l'ethnicisation du travail domestique, la hiérarchisation des travailleurs domestiques en fonction de leurs origines régionales, continentales. Vous vous êtes intéressé notamment aux personnes âgées aux travailleuses migrantes qui s'occupent des personnes âgées, mais en continu, on s'occupe 24 heures sur 24, et vous avez fait un film documentaire qui n'est pas encore visible sur une chaîne publique, mais qui, je l'espère, le sera bientôt, qui s'appelle « Auprès d'elle » et qui présente la vie de 3 travailleuses migrantes qui s'occupent de personnes âgées à domicile 24 heures sur 24, une Philippine, Melisa, une Brésilienne, Noémia, une Roumaine, Petrița, et vous suivez ces 3 personnages avec... vous avez donné quelque part une interview qu'on arrive à trouver sur Internet, vous expliquez comment vous avez choisi ces nationalités, comment vous avez procédé, est-ce que vous avez interviewé ou pas, est-ce que vous vous contentez de les filmer, enfin c'est extrêmement intéressant. Et donc vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles actuellement le cours Migration and Gender. Vous êtes, cerise sur le gâteau, fellow de l'Institut Convergence Migration, et vous êtes membre d'un réseau interdisciplinaire sur le genre à l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles. Mais actuellement, pour 2 mois, vous êtes à Sciences Po, invité à Sciences Po, au Centre sur les inégalités sociales. Donc voilà un peu une idée pour vos publics de la qualité des personnes qu'on aime bien inviter à ce séminaire. Et donc je donne tout de suite la parole à Julien de Bonneville. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci au professeur François Héran pour son invitation et aussi à Osge Biner pour l'organisation de ce séminaire. Et donc, comme cela a été évoqué auparavant, on va pendant environ 40 minutes discuter de la question des migrations des travailleuses domestiques philippines. Comme cela a été évoqué, et comme vous le savez peut-être, il s'agit d'un des flux majeurs dans l'économie mondialisée du travail domestique mondiale. Et donc, on observe que ces femmes philippines sont devenues une référence dans cette économie, pour différentes raisons, comme on pourra le voir par la suite. Dans le cadre de ma présentation, je vais évoquer 2 éléments clés pour comprendre d'une part l'essor de ces migrations, comment d'un point de vue quantitatif, ces femmes sont devenues une des main-d'œuvre les plus importantes sur ce marché, et également essayer de comprendre pourquoi ces femmes sont devenues cette référence. Il y a 2 éléments clés. Le premier, c'est l'histoire coloniale du pays. Cela a été mentionné avant, notamment l'histoire coloniale états-unienne dans l'archipel. Et un deuxième élément qui est l'industrie de la migration aux Philippines. On verra comment ces femmes sont recrutées, formées, déployées par des agences de recrutement, qui permettra de comprendre un peu comment ces flux migratoires se sont constitués. Avant d'évoquer en détail
ces migrations philippines, je voulais revenir un peu sur cette économie mondialisée du travail domestique, contextualiser un peu cette notion de travail domestique, qui est une profession au contour relativement flou, un métier souvent très informalisé. Et donc, dans le cadre de mes recherches, j'ai problématisé cette question du travail domestique dans la lueur des travaux des études genre comme un métier de care, c'est-à-dire un ensemble de tâches physiques, émotionnelles, intellectuelles, consacrées donc aux soins des autres, aux soins à l'éducation des enfants, au travail ménager, et plus largement toute activité réalisée pour répondre aux besoins des autres. Plus largement, ce qui est intéressant avec le travail domestique, c'est à la fois une condition sociale, en termes d'emploi, mais aussi une condition spatiale, qui s'inscrit dans une relation hiérarchique de service. Cette condition spatiale est intéressante parce qu'elle met en lumière les tensions, les ambivalences qui se jouent entre l'accès à la sphère de l'intimité de l'employeur. Sachant que bien souvent, ces femmes vivent chez leurs employeurs, notamment en Asie du Sud-Est ou au Moyen-Orient. Et donc cette tension autour de l'accès à la sphère de l'intime, à la sphère privée de l'employeur, révèle aussi tout un mode de fonctionnement et une façon d'être employé, que j'évoquerai par la suite. Ce travail domestique est traversé par différentes forces. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais juste quelques tensions que je voulais mentionner ici. D'une part, depuis le XVIe siècle, le travail domestique est façonné par un héritage colonial, que ce soit par ses flux directionnels, mais aussi par les représentations associées à ces femmes travailleuses domestiques. J'y reviendrai par la suite. Depuis le XIXe siècle aussi, j'imagine qu'on en parlera par la suite, on voit que ce travail domestique fait l'objet d'une externalisation croissante. Le fait que les ménages, notamment des classes moyennes, progressivement ont externalisé cette tâche, ont engagé des personnes pour réaliser cette tâche. Donc, ce qui implique aussi une certaine marchandisation du travail, qui n'est pas systématique, mais dans la plupart des cas. On observe aussi depuis le XIXe siècle une féminisation croissante. Au préalable, ce métier était relativement mixte, et depuis le XIXe siècle, on a une tendance à la féminisation. C'est un métier qui est principalement exercé par des femmes. Mais aussi, on observe une précarisation des conditions de travail dans cette économie mondialisée du travail domestique. Finalement, depuis le XXe siècle, on observe de nouvelles forces, notamment liées à l'internationalisation de ce travail, que le fait que ces femmes ne sont plus, comme à l'époque, j'imagine on en parlera également, les Bretonnes qui viennent à Paris exercer cette profession, mais des femmes d'autres pays, d'autres régions du monde. Cette tendance est aussi liée à tout un processus qu'on observe depuis les années 1970, désolé pour l'helvétisme, tout un processus de féminisation des migrations, qui a participé notamment à porter ces flux migratoires dans l'économie du travail domestique. Un bref regard statistique aussi pour contextualiser. Bien évidemment, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, du fait que ce métier est bien souvent exercé dans la sphère privée des employeurs, et qu'il est très difficile de dénombrer le nombre de travailleuses domestiques, mais selon l'OIT, on arrive environ à 76 millions de travailleuses domestiques dans le monde. Parmi ces 76 millions, on compte près de 56 millions de femmes, donc une majorité de femmes, comme je l'évoquais avant, et parmi ces 76 millions, à nouveau, près de 14 millions sont des travailleuses domestiques migrantes. Il ne s'agit pas de la majorité, mais c'est cette population-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment interpréter ce chiffre ? On observe qu'il y a une massification croissante de ces flux migratoires en lien avec le travail domestique, mais aussi une diversification des flux. On n'a plus seulement des flux sud-nord, mais aussi des flux sud-sud, notamment les travailleuses domestiques qui migrent à destination des pays du Golfe. Vous avez ici une carte qui date un peu, mais qui est toujours, à mon sens, d'actualité, où vous voyez dans les zones violacées les pays de destination majeurs qui importent de la main-d'œuvre dans l'économie du travail domestique, avec l'Amérique du Nord, l'Europe, les pays du Golfe et certaines régions d'Asie du Sud-Est et de l'Est. Comme vous pouvez le voir, les Philippines, avec ces flux en bleu sur la carte, représentent un des flux majeurs de cette économie mondialisée du travail domestique. Plus concrètement, au moment de ma recherche, l'État philippin avait scellé des accords bilatéraux avec toute une série de pays que vous trouvez en couleur sur cette carte. Désolé, la carte est volontairement à l'envers pour montrer un peu une autre représentation du monde dans la peau de ces travailleuses domestiques, avec l'Asie du Sud-Est, les pays du Golfe, dans une moindre mesure l'Europe et l'Amérique du Nord. On compte environ 1 million de travailleuses domestiques migrantes philippines et près de 200 000 femmes qui migrent chaque année à destination de ces régions.
Et ce qui est intéressant, outre la dimension quantitative de cette migration, c'est que ces femmes philippines sont devenues une référence dans cette économie mondialisée du travail domestique. On voit qu'autour de ces femmes, il y a tout un imaginaire qui gravite, en lien avec toute une série de compétences qui leur sont associées. Comme le mentionnait la sociologue Rachel Parenas, les femmes philippines ont été stéréotypées comme des personnes naturellement aptes à s'occuper des personnes âgées, des enfants, dans les pays riches d'Asie et d'Europe. Et donc, ce qui va m'intéresser aussi aujourd'hui, et ce qui a été l'objet de mes travaux, c'est de décrypter un peu ces représentations, ces images associées à ces femmes, comment elles se sont construites historiquement, quels sont leurs rôles, leurs fonctions. Et tout ce discours autour des femmes, les travailleuses domestiques philippines parlent anglais, elles sont naturellement douées pour s'occuper des enfants, elles sont très respectueuses, c'est dans leur culture. Tous ces discours-là, finalement, qui vont façonner leur insertion sur le marché du travail de l'économie domestique. On voit que le corollaire à ces discours, c'est que ces femmes sont bien souvent, notamment dans les pays du Golfe et en Asie du Sud-Est, mieux rémunérées que d'autres travailleuses domestiques, notamment les femmes indonésiennes ou sri-lankaises, qui ont des contrats, qui ont des salaires beaucoup plus inférieurs. Et donc, pour illustrer et rendre compte de cet imaginaire autour de ces femmes, dans certains dictionnaires, jusque dans les années 2010, notamment le dictionnaire états-unien Merriam-Webster, pour l'entrée philippine, vous aviez la première définition, fille ou femme originaire des Philippines, et la deuxième définition, travailleuse domestique. Donc vous voyez là à quel point cet imaginaire autour de ces femmes était fort et comment ces femmes étaient associées à un emploi, celui du travail domestique. Dans la littérature, on trouve aussi toute une série de qualificatifs pour nommer ces femmes, notamment que ces femmes sont les diamants du soin, les diamants du Caire, les Mercedes-Benz des travailleuses domestiques, ou encore le nouvel or du Caire. Donc il y a beaucoup de représentations, d'imaginaires autour de ces femmes, qui représentent ces femmes comme les plus compétentes, les plus douées pour cette compétence, pour ce métier, pardon. Et donc, en m'intéressant un peu à ces représentations et cet imaginaire autour de ces femmes, on voit qu'outre la dimension culturaliste ou la dimension essentialisante, ces discours concernent plus spécifiquement un ensemble de savoir-être et de savoir-faire. Ces femmes sont réputées honnêtes, de confiance, consciencieuses, respectueuses, dévouées au travail et souriantes, même si sur ce dessin, ce n'est pas clairement visible. Et donc, c'est intéressant de voir comment cet imaginaire se construit et comment ces femmes philippines sont devenues une forme d'altérité. C'est une notion que j'ai beaucoup travaillée dans mes travaux, essayer de comprendre la figure de la travailleuse domestique comme une forme d'altérité, comme un autre d'ailleurs. C'est une notion qui était passablement travaillée dans les études postcoloniales et qui renvoie à cette fabrication de la différence, dans un registre dichotomique entre un soi et les autres. Et comment ces femmes sont associées à une altérité, à une différence, et réduites à cette différence. Cette différence, comme on le voit, qui est liée à une série de compétences qui cristallisent une image de ces femmes. Ce mode de gouvernance autour de l'altérité renvoie bien évidemment à toute une série de rapports de pouvoir qui participent à définir, classer, hiérarchiser les autres, et notamment ces femmes, à travers toute une série de différentes construites, et notamment issues de la colonisation, comme on le verra par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'économie mondialisée du travail domestique que cet enjeu d'altérisation est très fort, comme l'ont bien décrit Blandine Destremo et Bruno Lottier. Bruno Lottier. L'altérité fondamentale entre la bonne et la patronne est un très fréquent des discours. Les bonnes sont dites d'ailleurs, d'une autre nationalité, d'une autre couleur de peau, d'une autre culture. Et donc, c'est cet imaginaire autour de ces femmes qui m'a intéressé dans ces recherches, et cette construction de l'altérité, cette construction de la différence, montrer que cet imaginaire autour de ces femmes, finalement, n'était pas quelque chose de flottant, mais était ancré dans une histoire, mais aussi dans des institutions et dans certaines pratiques de recrutement, de formation, comme nous allons le voir aujourd'hui. Donc un peu les grandes questions auxquelles je vais tenter de répondre ce matin, c'est d'une part, comment ces travailleuses domestiques philippines sont-elles devenues une référence dans cette économie du travail domestique? Essayer de comprendre aussi comment cet imaginaire autour de ces travailleuses domestiques se construit et opère,
et finalement montrer que cet imaginaire a aussi des effets sur ces femmes, dans leur façon d'interagir avec leurs employeurs, dans leur façon d'incarner ce rôle de travailleuse domestique. Comme je l'évoquais, pour répondre à ces questions, il importe de développer deux éléments. D'une part, l'histoire coloniale du pays, et d'autre part, ce que fait, le rôle que joue actuellement l'industrie de la migration philippine. Donc, je vais d'abord présenter un peu ces enjeux de colonisation aux États-Unis. Le professeur François Héran l'a mentionné avant. Au tournant de 1918 et le traité de Paris, les États-Unis récupèrent tout un ensemble de territoires, notamment les Philippines, et vont s'établir aux Philippines. Toute une série de changements vont apparaître dans l'archipel. Je ne vais pas tout développer ici, on pourra en discuter par la suite. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que pendant ce moment colonial états-unien, toute une série de réformes en lien avec l'éducation, la formation, mais aussi la migration va se mettre en place. Comme le mentionne Robin Rodriguez, la colonisation états-unienne est l'épine dorsale de l'industrie migratoire aujourd'hui. C'est à cette époque que toute une série de centres de formation, d'agences de recrutement, d'agences de voyage vont se mettre en place pour déployer de la main-d'œuvre. Il y avait déjà des migrations à l'époque aux Philippines, mais on observe une massification et une diversification des migrations, dans le sens qu'on n'a plus seulement une élite intellectuelle qui va migrer vers l'Espagne, mais là, toute une série de professions qui sont déployées à l'étranger, notamment aux États-Unis, notamment les infirmières, les plus connues, les marins et les ouvriers agricoles. Et donc, il s'agit d'un moment clé dans la construction de ce dispositif migratoire philippin. Et donc, plus le temps va avancer, plus ce dispositif va s'institutionnaliser. Après la colonisation états-unienne, dans les années 70-80, on observe que le tournant néolibéral que prend le pays va peser aussi sur la façon de gouverner les migrations. Il faut se représenter que pour l'État philippin, les migrations représentent près de 10% du PIB en termes de transfert d'argent envoyé par les migrants, mais c'est également un moyen de réduire le chômage dans l'archipel. Les années vont passer, et jusque dans les années 2000, où cette industrie de la migration aux Philippines va devenir un modèle de gouvernance pour les organisations internationales. Et on observe encore actuellement beaucoup de délégations d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui viennent visiter cette industrie de la migration qui est gouvernée par l'État philippin. Donc c'est important de se rappeler que cette façon de gouverner les migrations a une origine, et cette origine est d'ordre colonial. Le moment colonial états-unien aussi est un moment clé dans la féminisation des migrations aux Philippines, mais c'est aussi à ce moment-là, comme le mentionne Catherine Choi, que se met en place un empire du care. Comme je l'évoquais avant, les infirmières philippines vont être envoyées en grande quantité aux États-Unis pour répondre aux besoins de care des États-Unis. Pendant ce moment colonial aussi états-unien, on voit qu'il y a des transformations fortes en termes de rapport de genre dans l'archipel. On voit qu'il y a une division de plus en plus marquée en termes d'organisation du travail sur des questions de genre, et que les femmes philippines sont de plus en plus associées à l'économie domestique et aux soins. Dans le même temps, on a tout un ensemble de représentations associées à ces femmes qui commencent à se mettre en place. Les femmes philippines sont perçues comme dociles, comme soumises, et comme particulièrement douées pour prendre soin des personnes. Et tous ces discours sur ces femmes, qui émanent d'un dispositif colonial, vont perdurer au-delà de la colonisation et vont peser sur les représentations aujourd'hui des travailleuses domestiques philippines. Et donc c'est à cette époque-là, lors de la période coloniale, que ces femmes sont associées au care et que les Philippines deviennent aussi une ressource en termes de care, de prendre soin des autres. Et ce qu'on observe par la suite, au-delà de la période coloniale états-unienne, c'est qu'on va avoir une diversification des flux. Cette demande de care ne va pas seulement émaner des États-Unis, mais de tout un ensemble de pays dans le monde et différentes régions. Comme je l'évoquais, donc, un point principal, c'est que cette construction d'altérité se construit dans le temps, à travers la colonisation, mais elle se construit aussi dans l'espace, à travers le rôle que joue l'industrie de la migration aux Philippines. Aujourd'hui, en effet, on compte toute une série d'acteurs au sein de cette industrie, des agences de recrutement, des centres de formation, des agences de placement, qui vont organiser la migration.
Et parmi la main-d'œuvre la plus gouvernée, il s'agit donc des travailleuses domestiques, qui sont la main-d'œuvre la plus déployée avec les marins encore aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai mené un terrain ethnographique de 10 mois à Manille, où vous retrouvez le cœur de cette industrie de la migration. Et il s'agissait de suivre un peu ces femmes dans ces étapes pré-migratoires. Comment elles sont recrutées, comment elles sont formées, comment elles sont déployées. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à observer, à m'entretenir avec des instructeurs et des instructrices dans les centres de formation, avec des agents gouvernementaux, avec ces femmes elles-mêmes aussi qui m'ont raconté un peu leur parcours, pourquoi elles partaient, pourquoi elles repartaient, pourquoi elles repartaient pendant plus de 20 ans dans certains cas. Il s'agissait de comprendre comment ces femmes en viennent à partir et quelles sont les étapes qu'elles doivent suivre avant de quitter l'archipel. Pour comprendre un peu cette industrie de la migration de l'intérieur et comprendre comment cet imaginaire autour de ces femmes se construit, il importe de s'arrêter sur deux acteurs majeurs. D'une part, les agences de recrutement et d'autre part, les centres de formation. Les agences de recrutement sont un acteur transnational très important. On compte près de 3500 agences de recrutement aux Philippines. Et ces agences travaillent en bilatéral avec des agences de placement dans les pays de destination. Il y a différents liens entre ces agences. Des fois, c'est des liens familiaux. Des fois, c'est des liens commerciaux. Et ces liens permettent de transférer cette main-d'œuvre et d'insérer la main-d'œuvre sur le marché du travail domestique dans les pays de destination. Et donc, ces agences vont recruter et déployer ces travailleuses domestiques. Ce que j'ai voulu montrer dans mes travaux, c'est que ces agents jouent un rôle de marchand d'imaginaire. Elles vont produire tout un ensemble de discours et de représentations autour de ces femmes dans l'idée de valoriser cette main-d'œuvre. Il faut se représenter aussi que dans ces pays de destination, notamment à Hong Kong ou dans certains pays du Golfe, il y a toute une concurrence entre les agences pour déployer de la main-d'œuvre entre différents pays. Il y a beaucoup d'Indonésiennes aussi qui partent, beaucoup de femmes d'origine du Sri Lanka aussi, ou d'Inde. Et les Philippines se positionnent comme les leaders de cette façon de gouverner les migrations. Et comme je l'ai évoqué avant, ces femmes philippines sont représentées comme une référence dans cette économie. Et donc, tout un travail important opéré par ces agences va être de promouvoir ces travailleuses domestiques. Tout un travail de marketing autour de ces femmes. Comme ici le mentionne Robert d'une agence, c'est des noms anonymisés bien sûr, pour l'agence que des personnes. Ce dernier, qui est responsable d'une agence, nous dit « Nous essayons de garantir aux employeurs des travailleuses domestiques dévouées au travail, respectueuses et de confiance. C'est prouver que nos travailleuses sont les meilleures parce qu'elles s'adaptent très bien et qu'elles respectent les employeurs, pas comme celles des autres pays. » Et donc, dans ce travail de placement des employés philippines, il s'agit de valoriser toute une série de compétences, notamment le dévouement au travail, la docilité, la capacité d'adaptation, qui sont des compétences clés, tant pour l'employeur que les agences. D'une part, pour l'employeur, cela signifie que ces dernières pourront compter sur une employée fidèle qui va travailler des fois de 5 h du matin à 11 h du soir, voire plus, sans émettre de résistance, sans se plaindre. Et pour les agences aussi, il s'agit de s'assurer que les employeurs sont satisfaits de leur commande, entre guillemets, car il y a un coût économique fort dans le cas où l'employé voudrait résilier son contrat. Il y a des conséquences et des implications économiques fortes pour les agences. Donc pour les agences, valoriser ces compétences et s'assurer en même temps que ces femmes soient le plus dévouées au travail représente un enjeu économique très important. Dans le même temps, tout un travail opéré par ces agences ça est en lien avec la question du matching, c'est-à-dire s'assurer, ajuster les attentes des employeurs et la main-d'œuvre qui est déployée. Il s'agit de répondre du coup aux attentes des employeurs et souvent ces attentes sont très stéréotypées en termes de compétences, comme l'explique ici Anna. Lorsque les employeurs cherchent une domestique pour leur maison, ça doit être une personne de confiance, mais aussi une personne qui travaille dur et qui est très polie, parce qu'elle va travailler chez eux et faire partie de leur famille. C'est donc à nous de nous assurer que les domestiques se comportent correctement. Les employeurs peuvent aussi nous demander un profil spécifique. Ils peuvent nous dire « je veux m'assurer que ma domestique s'adapte bien et travaille durement, et soit polie ». Alors je leur dis « ok, je cherche ça ».
Ce qui est intéressant ici, c'est que ces agences vont faire un travail de traduction, aller chercher des profils pour répondre aux attentes des employeurs. Et pour répondre à ces employeurs et aux compétences recherchées, il y a tout un travail de traduction qui est opéré à travers des catalogues qui sont mobilisés. Dans ces catalogues, qui s'appellent des biodata, il est possible vous pouvez observer tout le profil des personnes, des employés, leur âge, leur région d'origine, leur religion, leur taille, leur poids, leur expérience aussi, leur niveau d'éducation. Et ce que vont faire les agences, c'est essayer de traduire ces variables sociodémographiques en compétences. Notamment dans le cas où si les employeurs demandent des travailleuses dociles, dévouées au travail, la question de l'âge va apparaître en proposant des travailleuses jeunes, avec peu d'expérience, avec l'idée que ces travailleuses ne vont pas remettre en question les ordres demandés par les employeurs. L'âge va devenir, par exemple, une façon de signifier la docilité par les agences. Donc c'est ce travail de traduction qui est opéré par les agences pour répondre à ces attentes stéréotypées en lien avec ces travailleuses domestiques philippines. Une autre façon aussi de signifier et de faire cette traduction de compétences, c'est lorsque les employeurs demandent des employés dévoués au travail, qui ont l'habitude de travailler durement du matin au soir. Et bien souvent, ce qui est opéré, c'est un test des mains. On pourrait revenir aussi sur l'histoire coloniale du test des mains. Et ce test des mains est soit opéré par les employeurs, des fois qui viennent directement aux Philippines, ou soit par les agences, comme on peut le voir ici avec le récit de Jane, qui était une responsable d'une agence à Manille. Elle nous dit « Les employeurs demandent souvent « J'ai besoin d'une femme de région rurale », parce qu'elles savent que dans ces régions, les femmes travaillent durement. Quand le soleil se lève, elles sont déjà réveillées. C'est pourquoi les employeurs pensent que les gens travaillent mieux en province. Contrairement aux femmes qui viennent des villes, qui ne font que parler au téléphone, qui ont déjà une femme de ménage et n'ont pas besoin de faire le ménage, de cuisiner ou de faire la lessive. Dans le cas où les employeurs viennent rencontrer des domestiques, ils regardent donc en premier lieu leurs mains, puis ils vont les toucher. Ils touchent leurs mains pour s'assurer qu'elles soient rugueuses et s'assurer que ce sera une bonne domestique. Donc vous voyez ici tout l'imaginaire autour des mains rugueuses qui signifie que ces femmes ont l'habitude de travailler. Et comment l'origine de la personne, l'origine rurale ou urbaine, va permettre de signifier des compétences comme le dévouement au travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ces agences vont aller recruter dans les provinces, et pas dans n'importe quelle province. Et ce choix des provinces aussi révèle tout un héritage colonial avec certaines régions qui ont été représentées depuis la colonisation comme des régions où la main-d'œuvre est particulièrement dévouée au travail ou sympathique. Donc comment les stéréotypes régionaux issus de la colonisation vont être réactivés aussi dans ces modalités de recrutement des agences aujourd'hui. Donc ce que je voulais mettre en avant avec ces agences de recrutement, c'est que d'une part, il s'agit d'un acteur central dans cette construction de l'altérité. Elles permettent de montrer que cette construction de l'altérité se joue aussi à l'échelle transnationale et dans les liens que développent ces agences avec le pays de destination, avec les agences de placement dans les pays de destination et avec les futurs employeurs. On voit que cette construction de l'altérité opère par tout un travail de traduction que font les agences pour aller signifier et répondre à des attentes stéréotypées des employeurs en lien avec toute une série de compétences, comme je l'évoquais, le dévouement au travail, la docilité, ou le fait d'être souriant. Et finalement, c'est important de rappeler que ces enjeux d'altérisation, de représentation et de construction d'imaginaire autour de ces femmes est lié à des enjeux économiques importants. Comme je l'évoquais, il y a un deuxième acteur important dans cette industrie de la migration pour comprendre cette construction de l'altérité et ces imaginaires autour de ces femmes. Ce sont les centres de formation. Dans le cadre de ces formations, on compte près de 500 centres de formation à Manille, en lien avec le travail domestique. Et donc ces femmes doivent suivre une formation entre 2 mois et 6 mois, où elles vont vivre nuit et jour dans ces centres de formation et apprendre ce métier de travailleuse domestique. Elles vont apprendre à faire à manger, à repasser, à faire les lits,
à nettoyer. Il s'agit des photos, si jamais concernant les photos, il s'agit d'une part de photos que j'ai pu prendre avec l'autorisation des personnes et d'autre part des photos mises en ligne par les agences elles-mêmes. J'ai référencé toutes ces images à la fin. Et donc dans toutes ces formations qui durent entre 2 et 6 mois, ces femmes vont apprendre tout un ensemble de savoir-faire, mais aussi un ensemble de savoir-être. Comment se comporter avec son employeur, comment regarder ce dernier, comment s'adresser à son employeur, afin de manifester toute une série de normes de respect, de politesse, et exprimer des formes de dévouement au travail pour satisfaire les employeurs. Ce qui est intéressant, c'est que ces agences, elles vont à la fois certifier ces compétences attendues, et elles vont aussi traduire ces attentes dans ces formations. Et ce travail de traduction va également avoir des effets sur ces femmes et leur façon d'endosser ce rôle, ce métier de travailleuse domestique. Donc pour vous comprendre pour illustrer comment ce savoir-faire et ce savoir-être s'imbriquent dans des exercices quotidiens que font ces femmes, une petite scène que j'ai traduite ici, entre une interaction entre une instructrice et une candidate. C'est donc autour d'un exercice assez classique qui s'appelle the Russian Table Setting, qui est un standard de l'industrie hôtelière sur la façon de dresser la table. Donc l'instructrice interpelle la candidate, la travailleuse domestique, et lui dit « Numéro 5, à toi ». La candidate s'exécute sans dire un mot. Passage par le buffet, où est entreposée la vaisselle. Son regard balaye les différents objets d'un air désemparé. « Plus vite », rugit l'instructrice. « Ton employeur a faim ». La candidate prend rapidement quelques plats avant de se diriger vers la table et commence à dresser les couverts sous les yeux de l'évaluatrice. « Qu'est-ce que tu fais ?» La candidate baisse les yeux. « D'abord, tu dois dire « Excusez-moi, madame, monsieur, est-ce que vous êtes prêt pour le repas ?» Sois poli. Et après, quand tu as dressé la table, tu dois dire « Excusez-moi, madame, monsieur. » Refais-le. La candidate s'exécute en intégrant les recommandations de l'instructrice. « Ok, et après ?» demande l'instructrice. La tête orientée vers le sol, la candidate retourne vers le buffet et saisit les couverts, puis les verres. « Tiens-toi droite, tiens-toi correctement », ordonne l'instructrice. La candidate se dresse d'un coup, puis prend la carafe d'eau et commence à remplir le verre d'eau. « Stop, qu'est-ce que je t'ai dit ? D'abord, tu demandes à ton employeur « Excusez-moi, madame, monsieur, est-ce que vous désirez de l'eau ?» Vas-y, et n'oublie pas de sourire. Sois toujours souriante, c'est très important pour ton employeur. « Excusez-moi, madame, est-ce que vous désirez de l'eau ?» répète la candidate d'un timide sourire. Ok, prochaine, numéro 6. Donc on voit ici à travers cette petite scène tout le travail d'apprentissage d'un savoir-faire et d'un savoir-être, et tout l'enjeu, ce que j'ai nommé la domestication des corps, comment ces femmes sont amenées à incorporer toute une série de normes en lien avec le travail domestique dans l'idée de satisfaire les employeurs. Et donc on voit que ces centres de formation sont un espace clé dans la normalisation du travail domestique, mais aussi dans la façon dont ces femmes vont incorporer ce rôle de travailleuse domestique. Il y a de nombreux travaux qui ont documenté ces formations, notamment en Indonésie et les travaux d'Olivia Kilias, où les formations sont beaucoup plus longues et astreignantes. Et plus largement, on voit comment ces centres de formation donc, jouent un rôle clé dans la certification de ces compétences, s'assurer que ces femmes soient bien dévouées au travail, soient polies, savent mettre la table, faire le ménage, s'occuper des enfants. Mais aussi ces centres de formation vont bien souvent traduire les attentes des employeurs en étant directement en lien avec les employeurs pour mettre en place des formations spécifiques pour répondre aux employeurs. Et donc on voit ici comment ces imaginaires autour d'attentes stéréotypées va directement peser sur ces femmes qui vont devoir apprendre toute une série de compétences. Je voulais terminer par un dernier point qui me semble important, c'est lorsqu'on évoque ces enjeux d'altérisation, cette construction des imaginaires et la façon dont ces imaginaires va s'imposer à ces femmes, montrer que ces femmes aussi ont des capacités de résistance et la possibilité de subvertir aussi ces normes qui leur sont imposées. Dans le cadre de mes travaux, j'ai documenté différentes stratégies de résistance mises en place par ces femmes. Cela peut être d'ordre collectif, par des engagements syndicaux ou politiques. On observe aussi toutes des formes de solidarité entre les employés, même d'autres nationalités, mais aussi des résistances à l'échelle plus individuelle. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment ces femmes se réapproprient ces normes, notamment le fait de devoir sourire constamment à leur employeur.
Et pour certaines, le fait de sourire permettait de revêtir un masque, de mettre une distance avec l'employeur et de se protéger de ce dernier, de ne pas montrer ses émotions, de garder une part d'intimité face à leur employeur. C'est ce que nous dit ici Ime, qui a passé plusieurs années au Moyen-Orient et qui était en partance pour Hong Kong. Elle me racontait que les employeurs ne savent pas ce que je ressens derrière ce sourire. Je ne veux pas non plus leur dire. Je ne dis pas n'importe quoi à mes employeurs. Je me préserve. Je garde pour moi certaines choses. Donc on voit aussi comment ces codes professionnels sont réappropriés, sont resignifiés par ces femmes et permettent aussi de mettre, dans ce cas, une certaine distance avec les employeurs pour se protéger. Et il y a à ce titre, il y a tout un enjeu qui est très fort, notamment dans le cas où les travailleuses domestiques vivent chez leurs employeurs, c'est le regard sur l'intimité de l'autre. Ce qu'a très bien documenté la sociologue Judith Rollins, comment l'accès à l'intimité de l'employeur permet à ses employés d'avoir un certain ascendant moral. Voir que son employeur traverse différents états d'âme, une tristesse, une colère, le fait que son employeur ne sache pas, par exemple, cuire un œuf, le fait que son employeur ne sache pas plier un t-shirt, le fait que son employeur a des sous-vêtements sales, toutes ces petites choses qui vont donner un certain ascendant moral, et le fait d'accéder à l'intimité de l'employeur, ce que l'employeur ne peut pas toujours faire, constitue une forme de résistance qui est important de documenter pour comprendre comment, dans ces rapports de pouvoir, ces femmes aussi développent différentes stratégies pour résister. Voilà, en guise de conclusion, je voulais revenir sur certains points centraux. Tout d'abord, rappeler que la construction de cet imaginaire autour de ces femmes a une origine coloniale, mais aussi se joue à l'échelle transnationale, dans ces liens tissés par l'industrie migratoire aujourd'hui, notamment à travers les agences de recrutement et les centres de formation. Montrer que cette industrie de la migration aux Philippines, aujourd'hui, joue un rôle clé donc dans le recrutement, la formation et l'exportation de ces femmes, mais aussi dans le façonnage de cette altérité, à partir de toute une série de qualifications qui vont être mises en épingle et marchandisées sur ce travail, sur ce marché du travail domestique. Comme on a pu le voir, ces enjeux d'altérisation, ces imaginaires produits autour de ces femmes, impliquent tout un ensemble de discours naturalisants et culturalisants autour de ces femmes, notamment toute une série de compétences qui sont associées à ces femmes et considérées comme naturalisées, bien souvent. On a pu voir que ces imaginaires, finalement, n'étaient pas seulement des imaginaires flottants, mais avaient des implications directes sur ces femmes, notamment en termes de rapport à soi, de rapport au corps, de rapport à la profession du travail domestique, mais cela ne devait pas invisibiliser aussi des formes de résistance. Voilà, j'ai développé tous ces éléments dans deux ouvrages, comme cela a été mentionné au préalable. Un ouvrage qui a été consacré vraiment à cette industrie de la migration, à ces phases de formation et de recrutement que j'ai pu évoquer aujourd'hui, et un autre ouvrage aussi sur, plus en lien avec qui sont ces femmes, pourquoi elles migrent, et comment elles négocient ces rapports avec leurs employeurs. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et je me réjouis de discuter avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier aussi François Héron pour l'invitation et pour l'opportunité de présenter une partie de mes recherches ici. C'est un honneur et c'est aussi assez impressionnant d'être ici. Donc, merci beaucoup. J'espère de ne pas répéter trop ce que a déjà été dit par Julien. Merci pour cette magnifique et passionnante présentation. Alors, je vais reprendre un peu la discussion que Julien a commencé. Je vais parler également de travail domestique, mais je vais me concentrer sur la construction de catégories de travailleuses domestiques selon une hiérarchie de désirabilité qui définit donc quelles sont les travailleuses les plus désirables et les moins désirables. Donc, on arrive avoir une hiérarchie ou alors parfois une véritable opposition entre désirables, indésirables, bonnes ou mauvaises travailleuses. Alors, ces catégories se construisent, selon ce que j'ai pu voir aussi dans mes recherches, se construisent sur base des caractéristiques des domestiques qui sont multiples. Donc, il y a par exemple le genre, avec une préférence généralement pour les femmes,
Mais je l'ai vu aussi lors de mes recherches, ces catégories et ces hiérarchies se construisent surtout sur base de toute une série de caractéristiques qui sont liées à l'origine des travailleuses. Donc ça peut être par exemple la nationalité, l'origine ethnique, la couleur de peau, l'accent, etc. Donc, pour parler aujourd'hui de cette hiérarchie et de la manière dont elle se construit, je vais procéder par étapes. Je vais d'abord parler d'une question qui a été largement explorée en sociologie, qui est la question des rapports de domination. Et je vais parler des rapports de domination dans le travail domestique pour montrer certaines spécificités de cette relation de travail. Ensuite, je parlerai donc de cette construction de catégories et de hiérarchie de désirables. Et pour cela, j'aborderai la question des corps des domestiques et de l'essentialisation, Julien l'a montré aussi pour les Philippines, l'essentialisation de certaines caractéristiques professionnelles et morales aussi qui sont attribuées aux travailleuses domestiques à partir du jugement de leur corps. Et pour terminer, je montrerai comment ces catégories s'articulent de manière un petit peu différente dans le travail de care. Je vais expliquer ça dans un instant, et les conséquences pour les travailleuses. Et pour cela, je vous montrerai aussi quelques exemples tirés de ma dernière recherche qui portait sur les travailleuses domestiques qui s'occupent de personnes âgées à domicile. Avant de commencer tout cela, je vais juste préciser la définition que j'utilise ici de travail domestique. Julien l'a mentionné, il y a différentes définitions possibles. Tout simplement, ici, j'utilise une version assez large, donc qui inclut le travail domestique dans le sens plus commun, donc de travail de nettoyage et tout ce qui est lié au maintien, l'entretien de la maison, mais j'inclus aussi les métiers de ce qu'on appelle avec ce mot anglais le care. Donc sans entrer dans le débat sur la définition de ce mot et toutes les significations qu'on attribue à ce mot, qui sont très, très intéressantes d'ailleurs. Ici, c'est tout simplement pour dire que j'inclus aussi les métiers qui sont par exemple garde d'enfants à domicile, soins et accompagnement de personnes dépendantes et de personnes âgées à domicile, etc. Donc quand je parle de travail domestique, je parle des deux, mais à la fin, je ferai une distinction pour montrer donc quelques particularités de ce travail de care. Alors, qui sont les travailleuses domestiques aujourd'hui en Europe? Je vous montre quelques photos. Ici, vous avez une photo ancienne, donc les domestiques dans le passé, même si cela existe encore dans quelques maisons avec quelques petites différences. Et ici, vous avez des photos beaucoup plus récentes qui illustrent, qui décrivent assez bien, il me semble, le travail domestique. Aujourd'hui, ce sont des situations qu'on voit couramment aujourd'hui dans la plupart des maisons de classe moyenne et haute. Et d'ailleurs, si on regarde les caractéristiques du secteur domestique, on a aujourd'hui, comme Julien l'a dit, ici je parle principalement de l'Europe et des pays occidentaux, on a un secteur très féminisé où la majorité des travailleurs sont des femmes. Et pour vous donner une idée, je vous montre ce graphique pour lequel j'ai utilisé les données de l'enquête européenne sur les forces de travail 2019. Ici, vous avez la proportion de femmes dans les métiers de nettoyage uniquement. Et vous voyez que dans tous les pays européens, il y a une prédominance écrasante de femmes, avec des pays qui arrivent presque à 100% de femmes dans le secteur. On a aussi un secteur avec des métiers qui sont généralement très peu valorisés d'un point de vue économique, mais aussi symbolique. Donc, à part quelques exceptions, nous avons des métiers des caractéristiques qui n'ont pas changé d'ailleurs par rapport au passé, concernent les mauvaises conditions de travail, la pénibilité parfois physique du travail, la faible rémunération et aussi la mauvaise réputation du travail. Et troisième caractéristique que je veux mentionner,
Vous le voyez ici, et Julien en a parlé aussi, aujourd'hui ce sont de plus en plus des femmes migrantes, des migrantes internationales, mais aussi des femmes d'origine étrangère issues de l'immigration, qui travaillent dans ce secteur. Et c'est pour ça qu'on parle de ethnicisation du secteur. C'est un phénomène qui est beaucoup plus visible dans les villes, et on a une différence très importante encore entre les zones urbaines où la concentration de migrants, y compris dans ce secteur, augmente, et les zones rurales qui ne connaissent pas ou pas encore ce phénomène. Pourquoi de plus en plus de migrantes internationales? C'est toute la question. Il y a beaucoup de raisons. Je ne rentre pas dans les détails de toutes les raisons qui contribuent à cette ethnicisation du secteur. Il y a des raisons d'ordre structurel, et Julien a parlé du cas des Philippines, qui est un cas emblématique et dans ce phénomène de circulation du care et de mondialisation. Mais il y a aussi des raisons qui sont liées, comme je viens de le dire, aux conditions de travail, qui ne attirent pas forcément des femmes blanches occidentales. Il y a le fait que ces migrantes représentent une force de travail particulièrement flexible et moins chère, mais il y a aussi la question des préférences des employeurs, donc les préférences des familles. Et c'est un peu sur cette question que je vais me concentrer aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, je vais partir par la question des rapports de domination, qui est une question très importante, qui est cruciale dans le travail domestique et qui nous aide aussi à comprendre cette question des préférences. Alors, quels sont les rapports de domination dans le travail domestique? D'où viennent-ils? Alors, quand on parle de travail domestique, on parle d'une relation de travail très particulière et très asymétrique, bien plus asymétrique que d'autres relations de travail. Pourquoi? Parce que la nature même du travail rappelle la question de la servitude. Donc, il y a des éléments, par exemple, le fait que le travail se réalise dans l'espace intime, dans l'espace privé de l'employeur, le fait que la travailleuse nettoie la saleté de l'employeur, le fait qu'il y a toujours une personne qui sert et une personne qui est servie, ce sont des éléments qui renforcent cette asymétrie et donc les rapports de domination. Et d'ailleurs, on peut reconnaître dans le travail domestique une généalogie coloniale qui est indissociable de cette question de la servitude et de l'esclavage colonial. Et donc, sur base de cet héritage colonial, il y a des stéréotypes raciaux qui persistent et où, par exemple, la couleur de la peau crée des hiérarchies, comme c'était le cas dans les colonies. Et ces stéréotypes raciaux existent encore aujourd'hui et sont assez visibles. Et d'ailleurs, ils persistent aussi dans des situations assez particulières, assez exceptionnelles, comme les situations décrites par exemple par Alizée Delpierre, qui mène ses recherches dans les familles des grandes fortunes parisiennes. Donc, elle nous montre que les domestiques qui sont recrutés et employés par les grandes fortunes et qui ont parfois des conditions salariales qui sont tout à fait exceptionnelles, très favorables, même dans ces situations très particulières, les rapports de domination, les rapports de pouvoir restent très très forts et très visibles. Et c'est ce qu'elle appelle l'exploitation de rêve. Une autre caractéristique de ce travail, c'est que ce sont des métiers qui sont considérés comme naturellement et gratuitement réalisés par les femmes au sein de la famille. Donc c'est un travail qui est essentialisé comme féminin et surtout qui ne mérite pas d'être rémunéré. D'où le manque de reconnaissance sociale, de valorisation, etc. Donc, je pense que ces deux éléments, le rapport à la servitude et le manque de valorisation, nous aident un peu à comprendre d'où viennent ces rapports de domination. Mais quels sont ces rapports de domination? Comment se manifestent ces rapports de domination?
on les voit au niveau global, avec les asymétries, les inégalités globales, mais on les voit au niveau individuel, c'est-à-dire, et c'est sur ce niveau que je me concentre, c'est-à-dire dans la relation de subordination dans laquelle les travailleuses se retrouvent vis-à-vis des employeurs. Alors, comment se construisent ces rapports de domination? Dans le travail domestique, la relation de travail se construit autour d'une distance, une distance entre employeurs et travailleuses, distance qui justifie les asymétries et les rapports de pouvoir. Alors, plus grande est cette distance, réelle ou perçue, plus facile sera pour l'employeur de justifier les rapports de domination. Et cette distance, cette altérité est cruciale et très importante dans le travail domestique. Alors, par exemple, dans le passé, c'était principalement les classes les plus aisées, voire l'aristocratie, qui pouvaient se permettre d'avoir des domestiques, des nounous, du personnel de maison. Alors, à ce moment-là, la distance qui justifiait les rapports de pouvoir et les rapports de domination était principalement une distance de classe sociale. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce sont de plus en plus les classes moyennes qui ont la possibilité d'acheter, donc d'externaliser, d'acheter des services domestiques et de care. Ce qui fait que la distance de classe entre l'employeur et la travailleuse devient parfois très faible. Donc pensons par exemple à certaines travailleuses migrantes qui ont un capital social et culturel qui est très élevé parfois dans leur pays d'origine. Donc pour ces nouveaux employeurs, cela devient extrêmement compliqué de justifier ces rapports de domination. D'où le sentiment de culpabilité des classes moyennes qui ne se sentent pas légitimes dans cette situation de pouvoir et de supériorité. Alors, comment font ces nouveaux employeurs? Généralement, ils utilisent de plus en plus l'origine des travailleuses, donc toutes ces caractéristiques qui renvoient à l'origine, la nationalité, la couleur de peau, l'accent, etc., qui deviennent le symbole de l'altérité et qui servent donc pour justifier cette distance. Et cette lecture nous aide aussi à comprendre, je pense, pourquoi on a de plus en plus de migrantes dans ce secteur spécifique de l'économie, à part au-delà du fait qu'elles sont moins chères, plus flexibles, etc. Donc, on a des rapports de domination qui sont clairement basés sur l'origine des travailleuses. On a aussi des rapports de domination basés sur le genre. Une particularité de cette relation de travail, c'est que c'est une relation qui se met en place généralement entre des femmes. Donc, une femme qui emploie et une femme subordonnée. Et sans entrer dans les détails, mais pour simplifier, on aura donc une femme de classe moyenne, blanche, occidentale, etc., qui garde malgré tout ses propres responsabilités domestiques et de care et qui ira payer quelqu'un d'autre, une autre femme, souvent plus pauvre, plus vulnérable, etc. Donc c'est un peu ça la circulation dans ce sens. Judith Rollins l'explique aussi très bien, elle parle de maternalisme et elle dit que cette relation qui se met en place entre deux femmes est très dangereuse et remplie d'ambiguïté. Et aussi, c'est une relation qui se base sur l'exercice d'une plus grande égalité de genre pour une partie des femmes au détriment d'autres femmes. Alors, comment se construisent alors ces catégories et cette hiérarchie de désirables, indésirables? On peut mobiliser des concepts qu'on utilise en sociologie. J'en ai choisi deux qui me semblent particulièrement pertinents. Alors, le premier est le dégoût des autres, et plus précisément ce que Ligné-Pagis appelle le dégoût culturel de personnes, et qui peut se baser sur une différence d'origine sociale, une différence d'origine ethnique, d'âge, genre, etc.
et qui peut se décliner de manière différente. Donc, par exemple, à travers une aversion, donc une sorte de réaction spontanée, une répulsion de l'autre, ou à travers, par exemple, le mépris. Ce qui renvoie à un autre concept qu'on utilise beaucoup en sociologie, qui est le mépris de classe et de race. Alors, pour faire le lien avec les rapports de domination, on pourrait considérer le mépris de classe et de race comme la face visible des rapports de domination, l'expression concrète et la manifestation des rapports de domination, qui s'expriment à travers le dénigrement des dominés, etc., sur base de leurs appartenances sociales. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas du travail domestique? Comment s'exprime ce dégoût de l'autre et ce mépris de classe et de race? Alors, pour parler de ça, je vais parler de la question des corps des domestiques, dont on parle beaucoup dans la littérature. Pourquoi? Parce que, historiquement, depuis toujours, c'est à travers le jugement des corps des domestiques qu'on exprime donc ce dégoût et de l'autre, ce mépris de classe. Alors, dans le passé, les domestiques étaient recrutés sur base de leurs caractéristiques physiques et de leur apparence. Bien sûr, derrière cette sélection physique se cachait aussi la peur de l'altérité, la peur des comportements de corps jugés différents, la peur des corps des domestiques. Il y avait une crainte, par exemple, d'être contaminé par les corps des domestiques, et surtout les domestiques racisés. Alors, cette procédure de recrutement existe encore aujourd'hui. Encore une fois, Alizée Delpierre nous montre comment, dans les maisons des grandes fortunes parisiennes, le recrutement se base très peu sur le CV, et d'ailleurs le CV joue un rôle très marginal, mais le recrutement se fait à travers le jugement des corps et ce que le corps signifie. Donc, pour la sélection, on ira regarder la corpulence, la force, l'accent, les expressions, la façon de baisser les yeux, etc. L'odeur aussi. Il y a plusieurs recherches qui montrent l'aversion de certains employeurs par l'odeur des corps des domestiques racisés. Bourdieu nous parlait des expressions physiques de la classe dominante. De la même manière, ici, on reconnaît chez les domestiques des traits et des expressions de la subordination. Et le corps, donc, est utilisé et jugé à la fois comme une compétence professionnelle et aussi comme une compétence morale. Donc, on attribue des qualités, des catégories morales aux caractéristiques physiques. Et donc, c'est en regardant les corps des domestiques et les caractéristiques de ces corps qu'on arrive à construire des catégories, des hiérarchies, etc. Quelles sont les caractéristiques que l'on juge? Ce sont, par exemple, comme je viens de le dire, l'âge, le genre, la corpulence, etc. Mais ce sont surtout les caractéristiques physiques qui renvoient à l'origine des travailleuses, donc notamment la couleur de la peau. Ça peut être aussi le fait d'avoir un voile qui renvoie à une origine, etc. Et donc, on arrive à une essentialisation des caractéristiques de ces domestiques, mais qui assument une certaine signification par rapport au travail qui doit être réalisé. Donc, par exemple, Caroline Ibos nous montre l'essentialisation des qualités des nounous ivoiriennes, nounous qui sont décrites comme chaleureuses, maternelles, etc. Donc, tout à fait aptes pour un travail de garde d'enfants. Et on a beaucoup d'autres recherches qui vont dans la même direction et qui montrent une essentialisation des qualités, par exemple, des femmes noires, toujours considérées plus adaptées pour des travaux physiques très durs, ou pour garder les enfants, en tout cas très peu ou généralement jamais pour des rôles de responsabilité dans la maison, par exemple.
Donc on a une essentialisation de certaines caractéristiques qui se basent sur des stéréotypes raciaux. Alors le corps devient aussi un signe de qualité morale, c'est-à-dire que les employeurs observent et jugent les corps des domestiques et assignent des qualités morales ou des défauts. Par exemple, la confiance, l'honnêteté, la travailleuse, par exemple, pourrait voler dans la maison, ou la perversion, la travailleuse pourrait séduire le mari ou un membre de la famille, etc., etc. Et tout ça à partir de l'observation de la façon de sourire, de se tenir, la couleur de peau, bien sûr, etc. Alors, j'arrive maintenant à ma recherche. Je vais discuter avec vous, je vais vous montrer ce que j'ai pu voir à ce sujet au cours de mes recherches. Et ici, j'utilise une partie du matériau que j'ai récolté entre 2018 et 2022. C'est une recherche qui portait sur les travailleuses migrantes ou issues de l'immigration qui s'occupent de personnes âgées à domicile. Et ici, je me concentrais sur la Belgique, et en particulier sur la région de Bruxelles-Capitale. Alors, dans ma recherche, j'ai exploré différentes situations, donc pas uniquement le travail dans l'économie formelle, mais aussi le travail au noir, le travail non déclaré. Donc, j'ai exploré différentes formules de travail et j'ai interrogé les différents acteurs qui interviennent dans cette relation de travail assez complexe. Donc, les employeurs externes, si je peux dire ça. Donc, dans le cas où la relation de travail est gérée par des entreprises privées ou avec un agrément public, les personnes âgées et leurs familles, qui peuvent aussi être les employeurs si c'est eux qui emploient directement les travailleuses, et les travailleuses elles-mêmes, qui étaient, dans mon cas, toutes des travailleuses migrantes ou d'origine étrangère, et qui de différentes origines, différentes nationalités, et aussi avec des statuts d'emploi très différents. Il y avait des travailleuses qui travaillaient quelques heures par jour, d'autres qui habitaient chez les bénéficiaires, donc il y avait un peu tout. Alors, pour commencer, je vais commencer par le point de vue des entreprises. Donc, ceux qui agissent comme intermédiaires dans le cas précis où la relation est triangulaire. Je n'ai pas le temps de parler de ça, d'entrer dans les détails, mais bien sûr, il y a une différence très importante dans le discours des répondants selon qu'il s'agit d'une entreprise privée ou avec un financement et un agrément public, parce qu'ils ont une logique, une vision du métier qui est complètement différente et aussi des règles différentes qui s'appliquent. Mais alors, tout d'abord, allons voir comment ils construisent cette catégorie de bonnes, mauvaises travailleuses et à partir de quelles caractéristiques. Alors d'abord, lorsqu'ils parlent de leurs clients, donc les personnes âgées et les familles, ils identifient et ils me parlent toujours de attitudes et comportements racistes que les familles et les personnes âgées auraient vis-à-vis des travailleuses. Ils me parlent de ces propos racistes, mais ils tiennent toujours à se distancier de ces propos racistes. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon client. Et ils me donnent des exemples assez explicites. Je vais lire 2 extraits avec vous. Donc, quand j'envoie une Africaine chez quelqu'un qui a l'Alzheimer, elle me dit « Écoutez, il m'a traité de nègre, que je leur prenais leur boulot. » Ou encore malheureusement, certaines familles demandent aussi pour avoir des personnes pas de couleur. Voilà, ça, malheureusement, ça arrive très souvent. C'est la couleur de la peau ou parfois maghrébine, mais généralement la couleur de peau. Donc, selon les employeurs, donc les patrons de ces entreprises, dans ce cas, ces attitudes racistes se basent sur l'origine, la couleur de peau et la confession religieuse, l'islam. Donc, il s'adresse à certaines catégories bien précises de travailleuses.
à savoir les femmes noires africaines et ou de confession musulmane. Alors, comme je le disais, les répondants font toujours attention à se distancier de ces attitudes racistes. Donc, toutes les préférences faites sur base de l'origine ethnique, la nationalité, la religion sont reconnues comme discriminatoires. Mais malgré cette prise de distance, ils ont tendance à justifier aussi le comportement raciste des clients en mettant l'accent, par exemple, sur la génération de la personne âgée, l'état physique, mental de la personne âgée, ou parfois le milieu social. Je lis les extraits avec vous et je peux comprendre. Je veux dire, c'est une génération, voilà, c'est des personnes âgées qui appellent un noir un nègre. Mais c'est des gens qui ont l'Alzheimer, donc qui ne savent pas du tout ce qu'ils disent et qui ressortent des choses qu'ils ont appris. Et je comprends, mais cette génération, on ne peut pas leur en vouloir d'être raciste. Mon grand-père était au Congo. Je veux dire, c'est des gens, on n'a plus du tout la même mentalité de cette génération-là. Évidemment, cette question du Congo, mon grand-père a fait le Congo, etc., revient des dizaines de fois dans mes entretiens et c'est lié à l'histoire coloniale de la Belgique. Et c'est souvent utilisé justement pour justifier des stéréotypes raciaux. Pour terminer avec les employeurs, je vais, encore une fois, malgré cette prise de distance, parfois leur pratique de recrutement, parfois, pas tout le temps, mais parfois leur pratique de recrutement se base sur les mêmes hiérarchies, c'est-à-dire qu'ils attribuent à certaines nationalités des caractéristiques qui sont considérées plus ou moins utiles pour le type de travail qui doit être fait. Et je lis avec vous ce long extrait, c'est un patron d'une entreprise privée. Bien sûr, ce discours ne serait pas possible dans une entreprise avec un financement public parce qu'il y a des règles très précises pour le recrutement. Mais donc, il m'explique comment les travailleuses sont choisies en fonction de leur nationalité et pourquoi. Donc, on a décidé, nous, de travailler avec des personnes venant de Roumanie. Pourquoi la Roumanie? Parce qu'elles parlent quand même, certaines en tout cas, parlent quand même bien le français. De plus, ce sont des personnes qui ont, je dirais, un sens aigu de la personne âgée. Il y a peut-être aussi le fait que les Roumaines sont plus prêtes à faire d'efforts. Ils ont été habitués à des conditions de travail très dures dans leur pays. Et donc, je pense qu'inévitablement, elles sont prêtes, si vous voulez, à prendre probablement plus sur elles. Et ce qu'on remarque aussi, si vous voulez, c'est qu'en fonction de la nationalité, on va prendre l'exemple de la Pologne, par exemple. Souvent, les Polonais parlent bien français. Le problème des Polonais, c'est que c'est rarement pour des longues périodes. On a travaillé aussi un peu avec le Portugal. Alors, le problème, et il est très clair, c'est que le Portugal, si vous voulez, la différence salariale n'est pas du tout la même qu'entre la Belgique et la Roumanie. Et donc, oui, le Portugal souffre au niveau économique, mais je pense qu'ils n'ont pas des salaires si mauvais qu'en Roumanie. Et donc, pas toujours très motivés. Donc, ici, le recrutement se base très clairement sur l'origine des travailleuses, dont le recrutement ne se fait pas au hasard en termes de géographie, et au contraire, le choix des pays dans lesquels le personnel est recruté se fait sur base de critères et hypothèses assez précises. Donc ici, ce patron d'entreprise parle par exemple de la langue, bien parler le français, avoir un sens aigu de la personne, c'est une expression un peu étrange, mais qui rentre dans le registre de la vocation, qui revient aussi de manière systématique dans les entretiens, le fait que les travailleuses devraient avoir une espèce de vocation pour être des bonnes travailleuses et pas faire ça pour l'argent. Mais c'est surtout le fait d'être assez pauvre et désespéré pour accepter des mauvaises conditions de travail. Ça, c'est aussi une autre catégorie qui est très claire dans ce discours. Alors, pour regarder la partie des familles et des personnes âgées, je vais mobiliser les concepts que j'ai utilisés tout à l'heure. Donc, d'abord, la question des corps des domestiques.
je constate que c'est une question qui revient de manière assidue dans mes entretiens, dans ce travail de care en particulier, et je constate aussi que ce sont les caractéristiques physiques qui renvoient à l'origine des travailleuses qui sont considérées effectivement comme des compétences morales et comme des qualités, des compétences professionnelles et comme des qualités morales. Et je vais vous montrer des exemples plus tard. Mais tout d'abord, je repars des mêmes stéréotypes racistes qu'on a vus pour les employeurs. On retrouve ici les mêmes stéréotypes qui s'adressent encore une fois à deux caractéristiques qui sont reconnues comme les plus problématiques et qui sont la couleur de peau et l'islam. L'islam qui se manifeste physiquement à travers le port du voile. Je lis les extraits avec vous. Donc, la plupart des femmes sont africaines d'origine et donc ce sont des femmes très gentilles qui sont plus humaines au contact. Mais ma mère, au départ, est méfiante parce que par ses origines de la travailleuse, elle est méfiante. Mais finalement, je crois qu'elle a fait abstraction. Mais elle n'a peut-être pas la même confiance qu'elle aurait si c'était une vieille femme belge. Elle sait qu'elle n'a pas le choix, mais je crois que certains côtés très humains de ces femmes africaines lui font plaisir. Par contre, s'il y a une intervention un peu plus sérieuse, elle a des doutes sur leur capacité. Ces femmes sont beaucoup plus chaleureuses, mais moins disciplinées dans un certain sens, peut-être aussi moins rigoureuses. L'autre extrait, les autres aides-soignantes ou les nettoyeuses, il y a beaucoup de personnel africain. Il y en a qui sont très bien, mais en général, c'est en foutre le moins possible. Alors ici, on a l'essentialisation des caractéristiques de ces travailleuses africaines. Elles sont plus chaleureuses, elles ont un côté humain, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que alors ici, il faut savoir que les travailleuses, le personnel qui est décrit dans ces deux extraits, c'est du personnel qui est employé par des entreprises publiques, donc qui ont un financement public. Donc, pour être recrutées dans ces entreprises, ces travailleuses doivent avoir des diplômes et des certificats. Ça fait partie des règles dans le secteur public. Mais, comme vous pouvez le voir, malgré les diplômes, et malgré le fait que leurs compétences et leurs capacités sont objectivées par ces diplômes, le jugement est fait sur base de leur origine. Donc, on a des doutes concernant la capacité du personnel africain à effectuer des tâches de soins. On a des doutes par rapport à leurs compétences malgré les diplômes. Et on a aussi des doutes concernant leur capacité de se donner une discipline, d'être sérieuse, d'être rigoureuse sur le travail ou de travailler tout court. Donc, ils n'ont pas très envie de travailler. Donc, il y a un jugement de type moral qui est fait à partir de leurs origines. Alors, sur la question du dégoût culturel de la personne, ce que je constate dans mes recherches, c'est que ici, dans le travail de care que j'ai pu explorer, c'est surtout la couleur de peau qui suscite le dégoût. Même si parfois il y a aussi des appréciations sur l'hygiène et sur l'odeur des domestiques. Mais ça revient moins souvent. Il faut savoir que les personnes que j'ai interviewées sont toujours très, très attentives à ce qui est dissible ou pas. Et ils sont généralement très éduqués. Ils étaient, dans ce cas-là, des employeurs ou des employeuses pour la première fois. Ils faisaient assez attention. Alors, cette dame, en parlant de sa maman, me dit « Il y a aussi des choses culturelles qui sont difficiles pour nous. » Et donc, par exemple, ma maman, elle avait beaucoup de mal à se laisser soigner par une Africaine. Il y avait quand même quelque chose, elle n'était pas raciste, mais ce n'était pas spontané pour elle. Elle n'arrivait pas à trouver ça normal qu'une Noire s'occupe d'elle. Et alors, il y avait l'aide-soignante maghrébine, ça n'allait pas non plus. Donc, cette question du dégoût corporel de la personne revient de manière systématique et très importante dans le care. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit de s'occuper de personnes âgées, plus que pour le travail domestique de nettoyage,
on est dans une situation de promiscuité corporelle. Donc il y a une intimité émotionnelle, mais aussi physique. Donc si déjà, dans le travail domestique, en général, on est dans une situation de domination rapprochée, comme elle a été définie par Dominique Memmi, dans ce cas, cette domination rapprochée est encore plus visible parce qu'il n'y a plus ces distances physiques, il y a cette promiscuité des corps. Et c'est ici qu'on se retrouve face au plus grand paradoxe. Pourquoi ? Parce que les employeurs ont besoin d'une distance pour justifier les rapports de domination et ils construisent cette distance sur base de l'origine des travailleuses, donc ils cherchent l'altérité. Ils construisent même des hiérarchies racisées de travailleuses, donc où on aura des travailleuses désirables et d'autres moins ou non désirables. Mais au final, et surtout quand les familles et les personnes âgées ne peuvent pas choisir la travailleuse, ils se retrouvent dans une situation d'intimité forcée, avec ces mêmes travailleuses qu'ils avaient définies comme indésirables. Et donc, ils se retrouvent dans une situation qu'on pourrait appeler de domination rapprochée et forcée. Pour terminer avec les familles, je vais lire avec vous un long extrait qui est très articulé, qui me permet de parler des rapports de domination. C'est très à la mode maintenant de parler de discrimination, on ne parle plus que de ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un énorme tabou à parler de l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire que la situation de ces personnes âgées qui viennent d'autres générations, qui n'ont pas vécu la multiculturalité, qui ne sont pas habituées à cette nouvelle société multiculturelle, qui n'ont pas grandi avec les mêmes valeurs, pour cette personne, c'est pas facile de s'adapter et ce n'est pas de leur faute. Parfois, il y a du racisme, mais la majorité des fois, c'est juste qu'ils ne sont pas habitués et que c'est très, très violent de leur imposer cette situation où ce sont des Africaines noires qui s'occupent d'eux. Et souvent, il y a beaucoup de maltraitance de la part de ces femmes africaines, parfois voulues et parfois peut-être pas conscientes. Ces femmes les traitent mal parce qu'elles se retrouvent, après toute la colonisation, à avoir enfin un petit pouvoir et elles en profitent pour prendre leur revanche. C'est toujours comme ça, c'est toujours ceux qui n'ont pas de pouvoir que quand ils en ont enfin un peu, ils en profitent, comme les nazis pendant la guerre. Et donc, il y a beaucoup de ça. Toi, vieux blanc, t'as vu ce que t'as fait à mes ancêtres et maintenant c'est toi qui es faible. Et donc, ces pauvres vieux sont complètement à la merci de ces femmes qui les maltraitent et qui veulent leur revanche. Voilà, à part le côté un peu choquant. Je voulais juste dire que le fait que cette situation de domination rapprochée soit aussi forcée peut, dans certains cas, créer aussi une crainte bien spécifique chez les personnes âgées et chez les employeurs. La crainte que ces rapports de domination puissent, à un moment donné, basculer et se renverser. Or, les rapports de domination, en réalité, sont maintenus par bien d'autres facteurs. Donc, contrairement à ce que cette dame affirme, on n'assiste jamais à des renversements de pouvoir, à des vengeances de la part des travailleuses. Mais cette situation peut contribuer à renforcer l'interdépendance entre personnes âgées et travailleuses. Pourquoi ? Parce que il y a bien sûr des niveaux de dépendance de la part des travailleuses, dus à beaucoup de facteurs que vous connaissez, mais il y a évidemment aussi de la dépendance de la part du côté des personnes âgées, dû à leur situation, à leur état de santé, leur fragilité, leur vulnérabilité. Donc, dans cette situation, cette interdépendance est renforcée par la peur que cette travailleuse indésirable suscite, qui est aussi une peur de l'altérité. Et je pense que cette question marque une différence assez importante entre les situations que j'ai pu explorer dans mes recherches sur le care et les situations qui sont décrites dans les recherches sur les domestiques dans le passé ou les domestiques dans les grandes fortunes. Parce que dans ces dernières, le recrutement de personnel racisé
faisait et fait encore aujourd'hui partie de la construction d'un certain statut, d'un prestige. Ça peut être prestigieux d'avoir du personnel qui vient d'origines différentes. Au contraire, dans le cas précis que j'ai pu explorer, le fait d'avoir du personnel racisé est vécu avec un sentiment de résignation, surtout quand les familles et les personnes âgées ne peuvent pas choisir la travailleuse, et parfois avec un sentiment de peur. Je vais terminer très très rapidement avec l'expérience des travailleuses. Donc, comment elles vivent, comment est récente cette construction de catégories, ces stéréotypes, ces hiérarchies. Alors, il faut savoir que généralement, presque dans tous les cas que j'ai rencontrés, on peut dire le goût et le dégoût qui sont exprimés par les employeurs sont bien connus par les travailleuses. Elles connaissent très bien toutes les catégories, tous les stéréotypes dont elles font objet. Elles connaissent les hiérarchies basées sur l'origine et la couleur de peau, etc. Et elles ont tendance à les décrire de manière très rationnelle aussi. Je lis les derniers extraits avec vous. On a une très bonne réputation, les Équatoriens. Quand on disait Équatoriens, ah non, ils travaillent très bien. Il y a des réputations, hein. Oui, par exemple, c'est horrible. Les Africains, non. Marocains, ça pue. Turcs, blé. Alors, ta réputation. Non, c'est aberrant. Oui, je pense que les Équatoriennes ont une bonne réputation, mais les Colombiens, non. C'est un peu, ils ne travaillent pas très bien. Les Portoricains non plus. Mais les Équatoriens, oui. Bien sûr, parce qu'on dit oui à tout. Mais les Brésiliens, c'est une autre personne, les Brésiliens, ils sont acceptés. Disons que tout le monde dit que nous sommes travailleuses et nous sommes plutôt quelqu'un qui garde bien la maison pour nettoyer. C'est bien pour nettoyer la maison, c'est bien pour garder les enfants et nous sommes bien aussi pour les personnes âgées. Parce que nous sommes chaleureux, doux, un peu calmes. Donc on a les mêmes stéréotypes qui reviennent et qui s'appliquent aussi dans certains cas aux Philippines. Alors, cette connaissance très précise des stéréotypes donne lieu généralement à deux situations qui peuvent coexister. La première, c'est que les travailleuses peuvent utiliser ces catégories parfois comme des véritables stratégies d'emploi. Et d'ailleurs, la question de la réputation est très importante pour la trajectoire professionnelle des travailleuses qui font donc parfois attention à alimenter certains stéréotypes pour avoir une certaine réputation. La seconde, c'est que même malgré tout, ils sont toujours marqués par la violence et la souffrance que ces stéréotypes et ces discriminations peuvent générer. Donc, ce que j'ai pu voir dans mes recherches, c'est que l'expression de ce mépris de classe, de le stéréotype raciaux, etc., ont des conséquences très précises et très réelles pour les travailleuses. Et je peux identifier deux types de conséquences. La première, c'est que se traduit en pratiques discriminatoires dans le recrutement, mais aussi dans la définition des salaires, puisqu'il y a des nationalités qui sont payées moins que d'autres. Par exemple, en Belgique, les Philippines sont payées plus que le personnel noir africain. Donc voilà, il y a des discriminations réelles qui se mettent en place dans la définition des rapports de pouvoir, et ceci, rapport d'emploi, et ceci est particulièrement visible dans le travail non déclaré, ou en tout cas quand la famille est aussi l'employeur. Donc quand la famille emploie directement les travailleuses. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, les familles peuvent choisir les travailleuses. L'autre conséquence est donc l'expression de ces stéréotypes racistes, donc l'expression parfois explicite qui peut arriver à des cas de violence verbale ou violence physique parfois. Et ceci est plus visible quand la relation est gérée par des entreprises externes, parce que dans ce cas, généralement, les familles n'ont pas la possibilité de choisir. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne vais pas conclure. En tout cas, je suis très mauvaise en conclusion. Comme ça laisse le temps de discuter. Merci beaucoup pour votre attention.